tous, c'est Mika vous parle, bienvenue sur ma chaîne Génération Freelance. Pour ce premier épisode, j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue. J'ai fait venir un de mes amis, c'est un indépendant, c'est un producteur de spectacles, de théâtre, de musique, de comédie musicale. C'est bien sûr Nicolas Urban, connu pour avoir fait le spectacle La Reine des Neiges qui a tourné pendant 2 ans dans toute la France. Il est avec nous pour se présenter. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence, je n'avais qu'un seul micro, on n'a pu faire qu'une seule prise, c'était ma toute première fois, ça a été une super expérience, mais je vous garantis que le prochain épisode sera bien meilleur. Merci beaucoup et bonne écoute. Nicolas, eh bien écoute, merci d'être là. Tout de suite, je vais te laisser te présenter. Nicolas, qui es-tu exactement ? Eh bien, j'ai 35 ans, je produis donc des spectacles depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai aussi une agence de communication digitale. Ok, merci. C'est bref, mais... Bon, t'es pas sans savoir qu'il y a le Covid. Aujourd'hui, dans le monde de la production, tout est à l'arrêt. Quel est le moral aujourd'hui pour toi et puis pour la profession en général? C'est compliqué parce qu'on a mis à l'arrêt une profession depuis le 17 mars. Aujourd'hui, malgré les aides de l'État, toutes les entreprises sont à l'arrêt. Les théâtres, les producteurs, les tourneurs, les artistes et aussi tout le personnel technique de restauration, tous les habilleurs, tout ce qui tourne autour du spectacle, tout le monde est à l'arrêt. Donc ils ont mis en place le prolongement des indemnités pour les intermittents du spectacle jusqu'en août. Donc là il va se révéler un problème, c'est que ces gens ils vont devoir faire 507 heures d'ici le mois d'août, donc je sais pas comment ça va se passer, d'autant plus qu'on est loin de reprendre les spectacles. Donc les intermittents, j'imagine vont avoir des discussions avec les ministères. Et puis ce qui concerne donc les entreprises, on est au même titre qu'un restaurant ou qu'une entreprise qui est fermée actuellement. De toute façon, on subit les mêmes conséquences, c'est-à-dire pas de chiffre d'affaires. Les charges qui sont repoussées, parce qu'on nous parle de report de charges, mais un jour il va falloir les payer, ces charges. Et toutes les charges n'ont pas été repoussées, hein. Certaines sont dues. On réfléchit même à savoir comment on va pouvoir payer ne serait-ce qu'un comptable, même si le bilan est à 0, puisqu'on est quasiment à 1 an d'inactivité. Donc il y a plein de questions qui se posent, et je ne parle pas de ceux qui ont des loyers astronomiques dans des théâtres parisiens ou dans d'autres villes où là c'est compliqué, parce qu'en fait un propriétaire qui a les murs, lui il y a peut-être aussi un crédit sur les murs, donc il veut être payé de son loyer, même si le président avec son air sympathique demande à ce qu'on ne paye pas, à ce que les propriétaires ne réclament pas les loyers. Mais à un moment donné, certains ont des crédits sur le dos. Donc je pense qu'il va y avoir un grand nombre de faillites. De toute façon, là, dès que les aides vont s'arrêter, parce qu'ils ne pourront pas de toute façon donner des aides à non plus finir. Et on ne peut pas vivre des aides, c'est pas possible. On ne peut pas se limiter. C'est, je crois, Monsieur Etchebest qui disait oui, ok, merci de nous avoir aidés, mais en fait... notre métier, c'est pas de vivre des aides. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir. Et alors, le spectacle a beaucoup évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les attentats de Paris, il y a eu de nouvelles normes, notamment les fouilles des spectateurs, des normes de sécurité avec des agents supplémentaires. Il y a plein de choses qu'on a dû mettre en place rapidement. L'avantage aussi de notre métier, c'est qu'on sait... en temps de crise, trouver des solutions. Et maintenant, on est capable de mettre des portiques pour connaître la température des gens qui puissent entrer, mettre du gel
hydroalcooliques à l'entrée des salles de spectacle, des masques pour ceux qui en ont pas. Enfin, on est capable de trouver toutes les solutions pour aujourd'hui pouvoir ouvrir des théâtres. Alors je dis pas à jauge complète, mais au moins du 70%, je pense que c'est faisable. Oui, d'accord, oui, je comprends. Donc le moral est pas beau fixe, mais bon, t'espères que ça va aller, on va pouvoir faire peut-être demi-jauge ou quelque chose comme ça. J'ai compris. Justement, tu parlais des aides et moi je voulais rebondir là-dessus parce que on parle d'aides, puis quelquefois des aides quand même qui paraissent peut-être un peu importantes. On parle d'aides comme 10 000 euros pour les producteurs, etc. Mais souvent c'est même pas suffisant finalement. Bah alors déjà, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que le gouvernement avait plus ou moins promis la réouverture des salles de spectacle, des théâtres, le 15 décembre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de spectacles qui se sont mis à répéter. J'ai l'impression que le gouvernement, en fait, il pense qu'on ouvre une salle de spectacle avec des spectacles tout près, comme si j'ouvrais un hypermarché et je vendais des fruits et légumes. Ben non, ça se passe pas comme ça. Il y a des semaines et des mois de répétition. Il y a des spectacles qui se montent en des fois plusieurs années même. Donc tout le monde avait répété pour réouvrir le 15 décembre. Et au final, le coup près est tombé. Donc les aides, finalement, elles ont servi à quoi? À payer des salles, des locations de salles. Ça a payé des répétitions, ça a payé du matériel, ça a payé des choses. Mais en réalité, ça ne permet pas à une entreprise de vivre. Surtout pas dans notre secteur. C'est tout comme les restaurants. Oui, d'accord. Oui. Justement, tu parlais de location de salles. En gros, ils ont même, pour certains, pour les théâtres, je pensais, en gros, ils ont payé des loyers pour des salles vides. Petite prod contre grosse prod. Aujourd'hui, est-ce que les petites prods peuvent encore exister ou est-ce que ça va finir un peu comme les GAFAM, avec des super grosses productions, avec des moyens financiers importants qui peuvent, eux, se permettre d'attendre un an ou deux, ou est-ce que les petites productions ont encore leur place dans le paysage français? Je pense que déjà toutes les grosses prods en partie, alors sauf celles qui sont dans des fonds d'investissement, avec des fonds d'investissement, ce genre de choses, toutes les grosses prods sont au départ des petites prods. Donc après, oui, il y a de très 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 grosses entreprises, mais je pense qu'aujourd'hui, ces très grosses entreprises, elles tirent aussi la langue, comme les petites, parce que quand on mise gros, quand on joue gros en tout cas, ça veut dire qu'on dépense beaucoup d'argent. Et non, il y a de la place pour tout le monde. C'est plus des questions de projet en fait. C'est pas une question de grosse prod ou de petite prod. C'est juste de créer un beau projet, un beau spectacle qui plaise au public, qui soit dans l'air du temps et en fonction de ce que les gens attendent. C'est tout. Il y a plein de petites prods qui s'en sortent très très bien. Non, le grosse prod, petite prod, ça me parle pas tant que ça en fait, parce que je pense que tout le monde a sa place. D'accord, ok. Justement, tu sais, bon, moi, dans mon travail, je conseille beaucoup les entrepreneurs. Mon boulot, moi, c'est vraiment le conseil. Et on m'a souvent demandé, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut encore se créer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore faire producteur? Est-ce que si demain j'ai un jeune qui rentre dans mon bureau, me dit, Mika, je veux devenir producteur, est-ce que je peux le conseiller? Est-ce que toi en tant que professionnel, qui a vraiment l'expérience, tu pourrais lui dire, ouais, vas-y, fais-le? Déjà, je pense que avant de dire je deviens producteur, il faut déjà avoir un projet, en fait. C'est pas la grosse partie des producteurs, ils font ça, mais c'est par passion, en fait. Alors, c'est pour ça on dit toujours c'est les artistes, mais c'est vrai, en fait, c'est une passion. C'est pas juste de dire je gagne de l'argent, sinon il faut faire de la bourse. Mais il faut d'abord avoir un projet solide. Déjà, je lui conseillerais d'attendre fin 2021, pas avant. Mais surtout de construire un projet avec un vrai spectacle, de construire la scénographie, parce que c'est pas juste de faire un spectacle et de monter sur scène. Ça se travaille quelques mois, quelques années avant, donc du coup, de la place, il y en a pour tout le monde. Des salles de spectacle, il y en a
en grand nombre en France et même à l'étranger. Après, c'est du culot. C'est comme dans toutes les entreprises, il faut avoir le culot de le faire, il faut y aller. Des fois, on se prend des murs, hein, tout le monde s'est pris des murs. Donc, il faut y aller, mais tant pis. Il y a forcément des échecs, mais il y aura peut-être un peu de réussite aussi. Donc, c'est comme, je pense que dans toutes les entreprises, c'est pareil. Oui, c'est ce que je dis souvent, moi, je fais à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais Nicolas Urban, producteur de spectacles, producteur de comédie musicale, producteur de musique, producteur de théâtre, quel est ton préféré? Est-ce que tu as un spectacle, un domaine préféré, ou est-ce que tout te va? Dis-moi. J'ai pas vraiment de spectacle préféré parce que c'est... En fait, je pense que quand tu fais un spectacle, c'est que tu as envie de le faire, t'aimes le truc. Donc oui, il faut être un couteau suisse, c'est-à-dire tu peux passer d'un spectacle avec un humoriste à une comédie musicale ou à une pièce de théâtre. Le but en fait c'est juste de divertir les gens. C'est que tu prennes l'un ou l'autre, le but c'est que les gens ressortent avec le sourire, ils soient contents, ils en aient eu pour leur argent, ça c'est très important. Mais c'est vraiment de divertir. C'est à mon sens, une bonne comédie musicale, une bonne comédie de boulevard, un humoriste, voilà, les gens ils ressortent avec le sourire, c'est le plus important. Le travail n'est pas le même d'un spectacle à l'autre, mais il y a assez de choses qui se rejoignent et non, j'ai pas de spectacle en préférence. Ce qu'on a fait, c'est que je pensais qu'ils étaient bien. Alors moi j'ai une question, elle est un peu facile. J'allais te demander, mais quelle est ta plus belle aventure? Moi je vais quand même la donner, parce que bon, je t'ai déjà accompagné plusieurs fois. Et moi j'avoue qu'une de mes plus belles aventures avec toi, quand je venais pour t'assister, hein, finalement, comme ça, amicalement, c'était quand on avait fait le spectacle, comment ça s'appelait, Edith Piaf, à Charleville-Mézières, où tu m'as enfermé dans un placard pour faire les sandwichs pour une troupe qui était juste après, puisque après Edith Piaf, il y avait aussi un autre spectacle qui était La Reine des Neiges, un spectacle pour enfants, et tu avais une troupe de 30 ou, je sais plus, 20 ou 30 personnes, où j'ai dû me taper tous les sandwichs pour tout le monde, faire les desserts, et ça vraiment, ça c'est un souvenir que j'avais vraiment beaucoup, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Toi, quelle était ta plus belle aventure dans tout ça? Ouais, en fait, La Reine des Neiges, ça a été un gros projet parce qu'on est parti de zéro. On avait face à nous le dessin animé. Et donc, il a fallu créer une histoire, créer des musiques, créer une scénographie, faire attention aussi à ce qu'on ne déborde pas sur ce qui existait et que Disney avait protégé. Donc, oui, ça a été, je pense, l'un des plus gros projets que j'ai pu créer, mais qui a fait aussi pas mal de dates à l'étranger, et notamment le festival de Carthage où on a quand même fait 2 fois 10 000 personnes, et quand même de très très grandes salles en France et en Europe. Donc voilà, ça a été le plus gros projet, mais c'est vrai que quand on fait ce métier, voilà, il faut savoir accueillir les artistes, gérer, d'aller les chercher à l'aéroport, les amener à l'hôtel, gérer la nourriture, en même temps gérer qu'il n'y ait pas de problème technique, gérer la billetterie. En fait, il faut savoir tout faire. Jusqu'au moment où les gens sortent de la salle, et jusqu'à temps que les artistes reprennent le prochain train ou le prochain avion, mais il faut gérer tout de A à Z, c'est très stressant. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent absolument pas le faire. Mais voilà, il faut compartimenter et savoir être un peu partout en fait pour ne rien oublier, quoi. On dit que le succès c'est une succession d'échecs. Est-ce que tu as eu toi un échec plus important qu'un autre? Est-ce que tu as quelque chose, un regret tout simplement? Gros échec, non. Mais oui, il y a des regrets, il y a des gens avec qui on aurait aimé travailler et qui se sont dirigés soit vers d'autres projets,
soit qui ont travaillé avec d'autres personnes, mais non, des gros... Non, il n'y a pas vraiment eu de gros échecs. C'est plutôt une histoire de projet qui s'est fait ou qui s'est pas fait. Des fois, on commence à monter des spectacles et on se rend compte qu'au fil du temps, c'est un peu comme les produits en fait. Quand tu vends un produit, des fois tu te rends compte qu'en le montant, les gens sont déjà passés à autre chose. Donc du coup, on a plus d'espèces. D'ailleurs, ça se voit dans la musique. Hein. Aujourd'hui, on arrive à créer des albums en 2 mois. Avant, un artiste, il mettait 3, 4, 5 ans à faire un album. Aujourd'hui, malheureusement, les artistes doivent mettre 2 mois. Il y en a qui font 3 albums dans l'année. Quand on voit des artistes comme Jul ou d'autres, ils en font 2-3 dans l'année. Et ils montent ça très rapidement. Mais parce que les gens passent très vite à autre chose. Et je pense que on a encore le truc dans le spectacle, c'est qu'il y a des spectacles qui peuvent durer 3, 4, 5 ans. Ça, c'est une chance. J'espère qu'on ne tombera jamais dans ce qui se passe dans la musique actuellement. J'appelle ça de la musique jetable, parce que c'est presque ça. Mais dans le spectacle, pour l'instant, on arrive encore à garder, avant qu'un spectacle soit épuisé, on a de quoi faire le tour déjà de la France et de faire pas mal de dates. Mais c'est pas simple. Oui, j'avais appris récemment, Jul par exemple, tu parlais de ça, il peut sortir 300 morceaux dans l'année. J'avais entendu ça, je crois que c'était sur Click, où il parlait de lui. Je me dis mais c'est impressionnant, comment on peut faire ça. Écoute, dernière question pour clore ce premier podcast. Est-ce que tu as encore des projets? Toi qui as déjà tout fait, est-ce que tu as encore des projets? En fait, quand on fait ce métier, on a toujours des projets. On réfléchit toujours. On a un métier où on est assez rêveur, on essaye en tout cas, comme je disais tout à l'heure, on ne regarde pas forcément le côté financier, c'est d'abord une passion. Donc du coup, on essaye de monter des projets, on a plein de choses en tête, donc il y a des choses qui sortent, d'autres qui ne sortent pas. C'est vrai qu'on est en pleine période de doute, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas quand ça va recommencer. Donc du coup, c'est difficile de monter de gros projets. J'avais commencé à travailler sur une comédie musicale de La Belle et la Bête il y a 1 an et demi de ça. Donc du coup, c'est toujours en cours de préparation, mais pour l'instant, on va dire que c'est dans les classeurs et on travaille petit à petit dessus sans trop vraiment savoir quand est-ce que ça pourrait vraiment se jouer. Donc oui, il y a des projets en cours. On avait démarré la tournée Le Dîner de Cons, une pièce de théâtre de Weber. Mais c'est pareil, du coup, qui a été avorté en fin d'année 2019, début d'année 2020, parce qu'on n'a pas pu reprendre la tournée après à cause du Covid. Donc voilà, il y a des choses qui sont arrêtées, il y a des choses qui vont reprendre, mais il y en a d'autres qui ne reprendront certainement pas, parce qu'il y a des machines qui sont plus compliquées à remettre en route. Notamment quand je parle de comédie musicale, c'est compliqué, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des techniciens, ça fait beaucoup de monde à remettre en route. Donc il y a des choses qui reprendront, d'autres qui ne reprendront pas, et puis des choses nouvelles. Eh bien écoute, merci beaucoup, merci d'être venu. J'espère que je pourrai t'inviter de nouveau pour un autre sujet. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt. Au revoir.